Je voudrais dire quelques mots avant de laisser parler et Elie Wiesel et Jérôme Clément que vous avez envie d'entendre. D'abord, je voudrais dire que je suis très content d'être là parce que je, je me retrouve avec deux amis. Euh, Elie Wiesel, Elie, je crois qu'on se connaît depuis 40 ans. Jérôme, lui, il est beaucoup plus jeune que nous, mais je le connais aussi depuis très longtemps. Ce sont deux hommes d'écriture, deux hommes qui se ressemblent par la même croyance en la nécessité de la transmission. Et c'est très difficile de transmettre. C'est qu'est-ce qu'on transmet et comment transmettons. Jérôme Clément, je dirais juste quelques mots sur lui pour dire qu'il a écrit un certain nombre de livres, mais il est aujourd'hui connu, reconnu, félicité pour le travail remarquable qu'il a fait à la direction d'une chaîne dont on peut dire que le monde entier l'envie, ou si elle ne l'envie pas, elle devrait l'envier à l'ensemble des Européens, puisque c'est une chaîne franco-allemande. Mais Arte est une des chaînes modèles et une chaîne qui réussit alors que pendant des années, vous et moi, nous avons entendu des mots sur oui, mais vous savez, la culture, à 8h30 le soir, peut-être qu'il faudrait faire plus divertissant. Eh bien, il fait divertissant parce que la culture peut être divertissante. Et donc, il réussit pleinement. Et j'en entends beaucoup, j'en vois beaucoup qui voudraient faire la même chose que lui sur les autres chaînes de services publics, mais c'est trop tard. En tout cas, il a gagné. Vous avez donc quelqu'un qui a gagné et qui s'interroge parce qu'il aime la recherche. Et je dirais, il va peut-être corriger ce que je vais dire dans un instant, mais il a retrouvé les siens, comme on retrouve quelquefois les siens, en ouvrant les tiroirs et en allant dans les greniers rechercher les papiers. Vieille maison, vieux papier. Et au fond, je parie d'entrée sur la relation qui va s'établir dans un instant entre Jérôme et Elie. Elie Wiesel, moi je suis toujours très ému, je suis bouleversé quand je le vois parce que, au fond, il passe sa vie, il a passé sa vie à dire ce qu'il ne pouvait pas dire, parce qu'il considérait, à raison, qu'il n'y avait pas les mots pour le dire, qu'il n'y avait pas le vocabulaire, qu'il n'y avait pas la langue, et qu'on ne pourrait jamais comprendre. Et c'est pourquoi les critiques qui ne le connaissent pas lisent ses livres, lisent ses romans et disent toujours, mais au fond, Elie Wiesel écrit toujours le même livre. Mais moi, quand je lis des critiques qui le disent ou qui n'osent plus le dire, je suis tenté de dire que si on aime les livres, on découvre que tout le monde écrit toujours le même livre. On pousse toujours le même cri. Mais l'homme change et évolue. Il a changé et il va plus loin. Et ceux d'entre vous qui liront ce livre magnifique, magnifique, qu'il publie aujourd'hui chez Grasset, le cas Sonnenberg, et ceux qui ont lu ses autres livres, et les premiers livres, verront que Elie a changé comme nous changeons tous dans la même quête, dans la même recherche, dans le même mouvement et la même volonté. J'en apporte simplement une preuve. Le cas Sonnenberg, je suis sûr que vous allez l'acheter, vous allez le lire après avoir entendu Elie. Mais on est le 9 septembre. Le 9 septembre. Le hasard fait que le 9 septembre 1967, le général de Gaulle allait pour la première fois à Auschwitz-Birkenau. 9 septembre. Jean Mauriac, qui est le seul journaliste qui l'accompagne, le suit. De Gaulle ne parle pas. Tout au long de la visite, il ne dit rien. Pas un mot. Silence.
comme le demandait et comme le voudrait Élie. Et puis il sort, 2-3 heures après, il n'a rien dit. Et quelqu'un le rattrape et lui dit, mon général, il faut revenir pour signer le livre d'or. Et Jean Mauriac dit, un livre d'or à Auschwitz? Un livre d'or à Auschwitz? Comme dans les hôtels, les restaurants. Oui, un livre d'or. De Gaulle revient sur ses pas, on l'accompagne, il ouvre le livre et il écrit. Et il écrit. Quelle tristesse, quelle pitié, quel dégoût, et malgré tout, quelles espérances humaines. Bizarre, quelles espérances humaines. Jean Mauriac, journaliste, reporter à l'AFP, câble ce message à Paris. Et la dactylo qui prend la dépêche urgente de Jean Mauriac écrit Auschwitz, Birkenau, le général de Gaulle, livre d'or. Quelle pitié, quelle tristesse, quel dégoût, et malgré tout, quelles expériences humaines. Jean Mauriac, qui a aujourd'hui un peu plus notre âge, souffre encore de cette dépêche-là qui a fait le tour du monde, le tour des agences, parce que Jérôme le sait, quand une dépêche est partie, vous pouvez mettre des corrections derrière, des correctifs, et malgré tout, quelles expériences humaines. Eh bien ça veut dire que quand on parle d'Auschwitz-Birkenau, comme quand on écrit, comme l'a fait tout au long de sa vie Élie, on comprend qu'on retienne les mots et qu'on y regarde à 2 fois et qu'on fasse attention à la traduction ou à l'usage qui en est fait autour de nous. Et moi, j'ai été ravi d'entendre cette phrase-là parce que Jean Mauriac s'est expliqué cet été sur France Culture, s'est expliqué là-dessus, car on lui disait, mais est-ce qu'il n'y avait pas chez De Gaulle, Maurracien, de l'antisémitisme, etc. Et donc, quand Élie, lui, écrit en 77, dans Un Juif aujourd'hui, 77, il y a 30 ans, je dis simplement ça. Qui n'a pas vécu l'événement, jamais ne le connaîtra. Et qui l'a vécu, jamais ne le dévoilera. Pas vraiment, parce que jusqu'au fond, pas jusqu'au fond. Le survivant s'exprime dans une langue étrangère. Le survivant s'exprime dans une langue étrangère. Et il ajoute un peu plus loin, il est temps que vous l'appreniez si vous ne l'avez pas encore saisi. Auschwitz signifie la mort totale, absolue, celle de l'homme, celle des hommes, celle de la raison et celle du cœur, celle des sens et celle du langage. Auschwitz, c'est la mort du temps, la fin de la création, son mystère est condamné à demeurer entier, inviolable. Le survivant le sait et il est seul à le savoir. Voilà, Élie, j'ai voulu dire ça pour dire que entre ce que tu as vécu et tu m'as montré un jour, là-bas, la rampe et où tu as quitté ton père, tu m'as montré ton blog, tu m'as montré beaucoup de choses. Et j'ai pas oublié, les autres étaient là, ils regardaient. Et je voudrais dire que quand on entend Élie Wiesel, on entend le survivant, qui plaide pour les survivants, qui explique ce qu'a été son rapport à Dieu et ce qu'il est encore aujourd'hui, et ses espérances d'aujourd'hui, et ce qu'il attend de la vie, et au fond pourquoi il écrit, et pourquoi il progresse dans l'écriture. C'est-à-dire que là, dans le cas Sonnenberg, il regarde le bourreau pour essayer de comprendre l'incompréhensible et essayer d'établir un rapport entre les hommes malgré Auschwitz. Et moi, je voudrais dire, je lui donne la parole tout de suite, et Jérôme ne nous en voudra pas, on a aussi présent, et je comprends que vous soyez aussi nombreux, le prix Nobel de la paix. Parce que survivre et devenir le prix Nobel de la paix,
Ça a une vraie signification aussi, qui s'ajoute à celle de l'écriture et des romans qu'il écrit, qui ne sont pas tout à fait des romans, mais qui sont quand même des romans. Et on a devant nous quelqu'un à qui on est venu proposer de présider l'État d'Israël. J'en connais beaucoup qui auraient dit oui. Moi, Élie, tu vois, on me le demanderait, je ne sais pas si je tenterai pas ma chance, et qui a dit non, parce qu'il avait autre chose à faire, à témoigner. Élie, voilà. Mon cher Yvan, tu as tout dit. Maintenant, je peux me taire. Ce que tu vas citer, oui, je revendique. Il y a une certitude en moi, en effet, que le bourreau a réussi quand même. Il a réussi à nous priver de la parole qui décrirait ce qu'il nous a fait, ce qu'il a fait contre nous, à travers nous, à la création, à Dieu, tout ça. Il n'y a pas de parole, je répète, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour le dire. Nous essayons, c'est tout. Mais j'aimerais quand même corriger quelque chose. Tu dis que j'ai changé. Je n'ai pas changé, vraiment. Premièrement, mon cher Yvan, je n'ai pas beaucoup écrit là-dessus. Ce roman est mon 50e livre. Peut-être 3 ou 4 traitent de la tragédie. Les autres sont peut-être, certains sont des commentaires sur la manière de traiter. Certains des autres, enfin, sont là pour dire qu'on ne peut pas le dire. Mais en même temps, moi j'ai écrit des célébrations. Le mot célébration, j'adore. Célébration biblique, célébration talmudique, célébration chassidique, célébration prophétique. Je veux la ferveur. Comme disait Gilles, Nathaniel, enseigne-moi la ferveur. Je veux cette ferveur. Le chassid, c'est quelqu'un qui a cette ferveur. Je veux communiquer ma passion du lernen, de l'enseignement, de l'étude. Je veux dire que malgré tout, l'espoir existe parce que nous l'inventons chaque fois que nous regardons un enfant. Donc oui, je suis resté vraiment l'enfant que j'étais. Il y a l'enfant en moi qui me juge, l'enfant en moi qui m'interroge. Qu'as-tu fait de mes années à venir? Qu'as-tu fait de mon avenir? Donc il y a une responsabilité extraordinaire là, que chaque mot doit dire la vérité, sinon je mens et je ne pense pas avoir survécu pour mentir. Mais comme j'aime les histoires, je vous raconterai une histoire pour le changement. Tu dis que j'ai changé. C'est une de mes légendes préférées. Il était une fois un grand juste qui a décidé de tout faire pour changer un peu les hommes, forger un avenir meilleur. Et alors il se promène, il va de ville en ville. Finalement, il arrive dans la ville la pire de toutes, où tous étaient des pécheurs, tous étaient des égoïstes, tous étaient des bandits. Et lui se promène avec sa pancarte, hommes et femmes. N'oubliez pas, hommes et femmes, n'oubliez pas que Dieu existe. N'oubliez pas que l'homme est là pour être célébré. N'oubliez pas. Au début, les enfants l'écoutaient car c'était le seul qui parlait ainsi. Bon spectacle. Mais finalement, comme il se répétait, on cessait de le regarder. Et alors lui continue à crier, hommes et femmes, ceci, cela, hommes et femmes. Un jour, un enfant l'arrête. Il dit, pauvre étranger, tu hurles, tu cries, pourquoi tu fais ça? Tu ne vois pas que tu ne les changeras jamais. Il dit, je le sais. Alors pourquoi tu hurles de plus en plus fort? Je te le dirai, dit-il. Au début, je pensais que si je criais, je réussirais à le changer. Maintenant, je sais que je n'arriverai pas. Mais si je crie de plus en plus fort, c'est parce que je ne veux pas qu'il me change, moi. Eh bien, mon cher Yvan, rien ne m'a fait changer. Rien ne me changera. Je reste encore le Bachur Yeshiva, l'étudiant de la Yeshiva d'alors. J'ai mes mêmes obsessions, j'ai le même amour pour notre peuple et au-delà pour l'humanité. J'adore donner ce que je reçois. J'adore partager ce que j'ai vécu de la
même manière que j'adore recevoir ce que le siècle a oublié, bien sûr. Mais en même temps, il faut rester ce qui nous sommes. Nous, surtout nous, le peuple juif, avons réussi ce défi. Le monde a essayé par la bonté et par la cruauté de nous changer. Le monde a essayé tout, par le feu et par l'eau, par l'assimilation et par la tentation du bonheur, de nous dire « Soyez comme nous, cessez d'être qui vous êtes et tout ira bien ». Eh bien, nous sommes là, comme j'aime à le répéter, nous sommes le seul peuple de l'Antiquité à avoir survécu l'Antiquité. Eh bien, nous avons cette Antiquité en nous, nous avons cette histoire en nous. Et si cette histoire comporte aussi ces pages, Yvan, que tu lis, ces pages que vous, Clément, vous essayez de communiquer, c'est parce que on ne peut pas autrement. On ne serait pas qui nous sommes si nous faisions autre chose. C'est aussi simple que ça. Donc merci Jérôme et merci Yvan et vous tous, bien sûr. Papella, je la remercie toujours. Mais vous, Olivier, vous êtes un très bon éditeur, vous êtes devenu un ami. Vous et votre équipe, vous avez fait tant de choses. Vous m'avez fatigué pendant une semaine que je tombe de sommeil. Mais c'est bien. En tout cas, merci à vous tous d'être dans ce musée. C'est important. Ce mémorial est important. Il attire, il interroge. C'est le principal. Vous entrez ici avec beaucoup de questions. Et continuez, comme nous. Tu as dit dans une interview récente à propos du cas Sonnenberg, à propos de ton livre, tu as dit quelque chose, tu dis j'aime raconter des histoires, c'est vrai, mais quand on t'écoute, tu plonges les gens dans un abîme de réflexion, quelquefois à partir d'observations extrêmement simples. Moi, tu m'as étonné quand tu m'as dit les mots, c'est très intéressant les mots. Ah, il faut trouver le mot juste, et le mot que l'autre va comprendre, qui va faire image, mais quel type d'image il fera. Mais Élie, il dit, moi ce qui m'intéresse, c'est le blanc, c'est l'espace qu'il y a aussi entre les mots. Et quand on entend ça, on se dit, oui, il n'y a qu'un juif pour penser ça. Que même le blanc entre les mots peut signifier quelque chose. Mais puisque le pape va... d'abord Elie Wiesel ici, aujourd'hui, et puis il y a le pape vendredi à Paris. C'est pas lui, mais il y a une chose qui est impensable pour un certain nombre de religions révélées, mais qui sont d'une certaine façon des religions de soumission. Elie Wiesel a écrit le procès, c'est bien ça, à Shamgorod. Bon. Et il a fait passer un message, c'est que les Juifs peuvent débattre avec Dieu et même faire un procès à Dieu. Alors, encore, ça c'est une vraie question que je te pose. Jusqu'où peut-on aller dans le procès à Dieu à propos d'Auschwitz-Birkenau? Même si tu dis, le procès, c'est pas à Dieu qu'il faut le faire, c'est aux créatures de Dieu et aux hommes qui ont ruiné la création. Mais quand même, jusqu'où peut-on aller dans le procès? Reviens un peu sur cette idée-là. Parce qu'au fond, tu n'as pas perdu la foi et la confiance en Dieu. Et comment as-tu fait? Premièrement, on ne peut concevoir Auschwitz avec Dieu ni sans Dieu. Alors où sommes-nous? Deuxièmement, dans notre tradition, on a le droit et parfois le devoir d'interroger, d'interpeller Dieu sur ce qu'il fait à sa création. Et ça, c'est vrai. Tout ça, d'autres religions ne comprennent pas cela. Là, c'est impossible que la créature interroge son créateur. Chez nous, on peut. Depuis le commencement jusqu'à maintenant. C'est Abraham qui a dit quoi? Hashofet kol ha'aretz, il dit au sujet de Sodome,
Quoi? Est-ce possible que le juge soit injuste? C'est Isaac, c'est Jacob, c'est Jérémie, tous. Et dans le Talmud, c'est extraordinaire, c'est tellement iconoclaste que parfois c'est déroutant. La manière dont ils ont, nos sages, de dire à Dieu. Par exemple, ils l'interprètent. Dans la Bible, on nous appelle le témoin de Dieu. Et il dit, Matem Ladoshem, vous êtes mes témoins. Alors le Talmud dit, Dieu dit, si vous êtes mes témoins, je suis Dieu. Si vous ne l'êtes pas, je ne suis pas Dieu. C'est Dieu lui-même, tout d'un coup, qui se redit. Et tu mentionnes le procès de Shamgorod, c'est une histoire vraie. Et je l'écris dans cette pièce de théâtre. J'écris qu'à Auschwitz même, moi j'avais un coéquipier qui était un ancien rocher Shiva en Pologne. Et nous portions, à un certain moment, nous portions des rochers. Et je n'ai jamais vu son visage, j'ai seulement vu sa nuque. Mais nous étudions le Talmud par cœur, en allant et en revenant. Et une nuit, on était dans le même bloc, il me dit, ce soir, dit-il, après tout, viens près de mon chalet. Je suis là. Et il y avait 3 sages, 3 rabbins érudits. Ils ont dit, toi, tu es le plus jeune, tu as des chances de survivre, tu seras notre témoin. Et ils ont intenté un procès à Dieu, en citant les lois de Dieu. Qu'est-ce que tu fais à ton peuple? Qu'est-ce que tu veux de ton peuple? Pourquoi avons-nous mérité ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Toute la nuit. Et après, ils m'ont dit de m'écarter un peu. Le tribunal a délibéré et le chef du tribunal a simplement dit ensuite Chayav, qui veut dire coupable. Mais après, il a dit, et maintenant allons prier. Quand même. Alors moi je voulais bien sûr témoigner, je ne sais pas comment. J'ai écrit d'abord une sorte de cantate, c'était pas bon. J'ai écrit un roman, c'était pas bon. À la poubelle, à la poubelle. J'ai essayé toutes les formes de l'écriture pour raconter cette histoire. Je n'ai pas réussi. Et finalement ce que j'ai fait alors, je l'ai situé au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge. Après un pogrom de Khmelnytsky, dans une auberge, je raconte que 3 troubadours sont arrivés un Purim, pendant la fête de Purim. Et ils ont demandé à boire, ils n'avaient pas d'argent, et l'hôtelier, l'aubergiste leur dit d'accord, mais sauf si vous faites quelque chose. Je veux, moi, intenter procès à Dieu. Jouons cette pièce. Donc toute cette pièce est là-dessus. Elle a été jouée d'ailleurs. Et d'ailleurs, Marion était là pendant 1 mois pour préparer le spectacle. Mais en vérité, moi j'avais un maître, un très grand maître, il s'appelait Shaul Lieberman, un très grand maître talmudiste, un des plus grands. Un jour, il me demande, lequel est le personnage le plus tragique de la Bible? Je dis, Isaac. Son père va le tuer. Il dit non. Je dis, Abraham. Non. Je dis Moïse, l'homme le plus solitaire, le plus malheureux, qui n'a jamais eu un instant de joie. Il dit non. Je dis alors, qui? Il dit Dieu. Merci Élie, tu vas réintervenir. Je me suis permis de... Jérôme Clément a écrit un certain nombre de livres. Il en a écrit moins que Élie Wiesel. Je suis plus âgé que lui. Il n'en est pas à 50, mais il a d'autres activités. D'abord, il fait écrire les autres, comme notre ami Norin. Il fait écrire les autres. Mais je dois dire, j'ai lu tous tes livres et il y a une émotion chez cet homme. Une émotion formidable. Par exemple, il est le seul à avoir écrit un livre, un vrai livre, sur le suicide de Pierre Bérégovoy. Voilà. Et c'est bien. Et je ne connais pas beaucoup de journalistes qui auraient pu écrire le livre qu'il a écrit, qui était un livre de... C'est pas possible qu'un homme comme lui se tue comme ça, un 1er mai. Et puis, il a dédié ce livre-là à sa sœur, chez Grasset,
Plus tard, tu comprendras. Et je disais tout à l'heure que il aime la recherche, il aime donc il a trouvé dans les tiroirs que c'est ça la transmission. Il y avait ses parents, mais avant ses parents, il y avait les grands-parents, et puis on pourrait remonter comme ça très loin, mais pas pour le faire pour. Il y a beaucoup de gens qui font des recherches généalogiques aujourd'hui. Lui, il a redécouvert sa famille, si je puis dire, en marchant et à l'occasion de leur disparition. Donc il dédie le livre à sa sœur, Catherine Clément, bien connue. Et si tu me permets, je vais lire simplement une demi-page. Chapitre dossier arianité. Des classeurs sont rangés les uns à côté des autres par ordre alphabétique. Ceux-là viennent de chez mon père. Juste avant assurance et automobile, un dossier arianité. Je l'ouvre et trouve à l'intérieur une page du journal officiel de l'État français datée du 14 juin 1941 sur laquelle est imprimée la loi du 2 juin 41 remplaçant la loi du 3 octobre 40 et portant sur le statut des Juifs pages 2475 et 2476. Je cite ici l'article 1. Nous, maréchal de France, chef de l'État français, le Conseil des ministres entendu, décrétons. Article 1er. Est regardé comme juif celui ou celle qui appartient à la religion juive ou y appartenait le 25 juin 40 et qui est issu de 2 grands-parents de race juive. La non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l'adhésion à l'une des autres confessions reconnues par l'État. Avant la loi de décembre 1905, le désaveu ou l'annulation de la reconnaissance d'un enfant considéré comme juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent. Je ne vais pas vous donner la suite, mais je me demande pourquoi on n'apprend pas ça aux enfants des écoles. C'est une belle leçon d'instruction civique. Et donc, Jérôme, quand tu as lu ce dossier arianité, tu t'es dit, il n'y a pas de doute, le 25 juin 40, j'étais juif. Si j'étais né. Oui. Voilà. Non. D'abord, je voudrais dire que je suis très, très, très ému de me trouver à la même table qu'Elie Wiesel et je me sens vraiment tout petit à côté de lui dans cette affaire. Mais je voudrais parler aussi je reviendrai peut-être au sujet du très beau livre Le cas Sonderberg que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt la semaine dernière. Et parce que je trouve qu'il pose à la fois les questions qui ont été évoquées, c'est-à-dire celle de l'espérance aussi, et puis moi j'avais été frappé, non pas tellement d'ailleurs par la question de Dieu, mais la question de l'histoire. J'avais relevé cette phrase, on entend les gens déclarer l'histoire jugera, en vérité c'est l'histoire elle-même qui sera jugée. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une phrase intéressante sur la responsabilité. Là on n'est pas dans Dieu, mais dans l'histoire qui sera jugée. Je trouve que c'est une phrase qui ouvre beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questionnements dans ce livre qui m'ont fait réfléchir, comme celle-ci aussi. On parlait d'Auschwitz tout à l'heure. Si Auschwitz était à jamais la question, Jérusalem est-elle à jamais la réponse? Et je trouve que ça prend évidemment une force très grande aujourd'hui, parce que ça ouvre toute la question de savoir comment on répond à cette histoire, justement, à l'histoire avec un grand H, et comment on fait par rapport à ça. Et d'ailleurs, le thème du livre, me semble-t-il, on aurait presque pu en faire un titre, c'est coupable et non coupable. Parce que toute cette histoire de cette enquête qui est menée par cet homme sur son oncle, et puis aussi par le journaliste qui enquête sur eux, c'est vraiment le problème de la culpabilité et de la non-culpabilité. Et d'une certaine façon, la question qui se pose pour ma génération a été d'abord de faire face, tu parlais tout à l'heure, Yvan, des placards, au silence, c'est-à-dire à l'absence
parole sur ce sujet. Et donc, à la question d'un rapport à l'histoire qui était occulté. Et dans cette espèce de zone grise où on est à la fois dans le dit et le non-dit. On ne sait jamais très bien, on sait sans savoir. Moi, ça m'a beaucoup frappé en réfléchissant et en écrivant sur ces sujets, à quel point on sait les choses et en même temps on ne les sait pas. Puisque moi, j'ai été élevé dans la religion catholique et en occultant totalement ma partie juive de mon histoire. Et je ne peux pas dire que je ne le savais pas. Je vois les journalistes qui ont écrit parfois sur ce livre en disant Jérôme Clément a découvert sa judaïté sur le tard. Non, c'est faux de dire ça, parce qu'en fait, je le savais, mais je ne le savais pas non plus. C'est-à-dire, je n'avais pas intégré cette dimension. Et donc, la question de savoir comment on intègre, comment on fait face à l'histoire, quand on est après et qu'on a à faire face au silence, c'est une question évidemment qui pose ensuite non seulement celle de son identité, mais aussi celle de la transmission de cette identité. Et c'est vrai que moi, j'ai pas pu trouver d'autre façon que d'écrire là-dessus pour rendre public quelque chose qui sinon était une espèce de secret familial mal digéré, dans lequel il y avait tellement de non-dits et de noir dans le blanc et de blanc dans le noir que on savait plus très bien où on en était. Une fois que c'est écrit, et c'est comme ça que je comprends aussi la démarche des écrivains, et en particulier celle d'Elie Wiesel, c'est-à-dire qu'il faut dire les choses, il faut les écrire, et il faut les répéter, et il faut arriver à établir peu à peu, à faire comprendre à travers l'écriture ou le travail d'une autre façon, mais que voilà, il y a des faits, des actes, des histoires qui ont besoin d'être racontés pour soi-même et pour les autres. Et c'est la seule façon d'arriver à transmettre, et à résoudre la question, à essayer de répondre à la question justement de qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire-là. Mais tu fais comme Élie, c'est-à-dire tu fais une enquête. Toi aussi, tu enquêtes. Oui. Et tu enquêtes sur ta famille, et tu enquêtes sur toi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a vécu, on vous raconte une histoire quand vous naissez. C'est-à-dire, vos parents vous racontent une histoire et vous inscrivent dans une filiation et vous racontent une histoire avec laquelle on vit pendant de nombreuses années. Et puis il y a un moment, forcément, et je crois que c'est vrai pour chacun de nous, où on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Soit que l'histoire est fausse, et Dieu sait qu'il y a des histoires fausses dans les familles, qu'elles soient d'ordre conjugal, religieux ou autre, des problèmes de filiation. Et là, d'un seul coup, et on doit à un moment essayer de voir quand même quelle est sa propre identité et quelle a été l'histoire, avec un grand H, son histoire. Et son histoire rejoint, et c'est évidemment ce qui m'a intéressé, l'histoire collective, parce que finalement, moi, je ne suis qu'un des témoins d'une histoire, celle de l'après-guerre, dans laquelle on a occulté ce qui s'était passé, parce que pour de bonnes et de mauvaises raisons, soit parce que ça embarrassait, soit aussi parce que ça protégeait. Et en même temps, je crois que ça a été dit tout à l'heure, ça revient toujours. C'est toi qui disais ça, je crois, Yvan, que finalement, cela revient toujours. Elie Wiesel disait ça, ça revient toujours. En fait, on a beau échapper à son destin, on a beau vouloir travestir les faits, on a beau, et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec le faux oncle Zonderberg, c'est que son histoire lui revient à la figure et donc il n'a plus d'autre solution que le suicide. Parce qu'il n'arrive pas à échapper à cette histoire, même s'il l'a faite pour de bons sentiments. Mon histoire est beaucoup moins tragique, heureusement, mais enfin, encore qu'il y a eu évidemment des victimes. Mais, en fait, si ton grand-père vient, si ta famille, si l'origine des tiens, il y a l'histoire et la géographie. L'une des raisons pour lesquelles tes grands-parents ont quitté l'Europe centrale pour venir en France, c'est parce qu'ils étaient juifs. Oui. Ben, oui. Oui, mais donc tu n'appartiens pas seulement. Non. On n'est pas seulement le produit d'une histoire. On est aussi, et je te comprends d'autant mieux, et je te suis d'autant mieux quand tu écris que moi je suis comme toi. Je suis juif, mais j'ai été baptisé catholique et j'ai eu une éducation protestante. Bon, donc on a un point commun, mais donc la recherche, lui, Élie, cette recherche-là, il l'a fait autrement. Il va d'ailleurs, me semble-t-il, plus loin que nous, parce que
en réfléchissant sur la culpabilité, d'ailleurs c'est une question qu'on peut se poser si on se sent appartenir au peuple juif. On est obligé de se poser la question en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait, ou qu'est-ce que les miens ont fait, pour que on veuille les éliminer. Oui, mais... Et pour qu'on leur dise, sale juif. Voilà. Non, oui. mais alors, est-ce que tu te poses cette question-là? Mais je me la suis pas posée pendant de très nombreuses années, pendant plusieurs dizaines d'années, pendant peut-être, je sais pas, presque 50 ans ou 40 ans, parce que je savais pas très bien ce que c'était. En fait, j'avais pas d'idée de la nature de qu'est-ce que c'est être juif, ou est-ce que je suis juif. En fait, je me posais pas la question. On n'en parlait pas. Il n'y avait pas de fondation de la Shoah, il n'y avait pas de musée, il n'y avait pas de film. C'est un sujet dont on ne parlait pas et qui était totalement occulté volontairement, puisque même dans les films, même, je l'ai dit et écrit, d'ailleurs, dans Nuit et brouillard, on parle des déportés. La question juive n'existait pas. La question juive, elle est apparue, et la question de la déportation des juifs, elle est apparue seulement à partir des années d'abord du chagrin et de la pitié, quand on a parlé de la collaboration, et puis ensuite, tardivement, avec les interviews d'Arquet et de Pellepoix, le procès. Il a fallu attendre longtemps, quoi. C'est vraiment, je crois, à partir de Shoah, et surtout pour la France, du procès Barbie, c'est en 1987 quand même que la question est apparue. Et on parlait tout à l'heure de l'intervention de Jacques Chirac en 1995. Donc c'est extrêmement tardif. Et je dirais qu'ayant vécu moi-même cette situation, être juif était pour moi quelque chose de totalement abstrait, d'un peu honteux, parce que comme on n'en parlait pas, on se disait qu'il y a quelque chose de louche là-dedans, d'assez caché, et finalement d'occulté, y compris d'ailleurs la mort des grands-parents, sinon à Auschwitz, puisqu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de tombe, donc on n'y va jamais, donc on n'en parle pas, et on n'en parle pas non plus parce qu'on n'a pas envie d'en parler, puis pour ne pas faire souffrir les enfants. Et donc finalement c'est quelque chose d'extrêmement bizarre qu'on a vécu, nous, dans ma génération, après la guerre. C'est-à-dire, en fait, il a fallu beaucoup de temps pour redécouvrir, par la littérature, par les images, par les films, et puis par tout ce qui fait ensuite l'information qui est diffusée dans les journaux, etc. etc. Mais ça a mis, j'ai cité quelques dates, mais je crois qu'elles sont exactes. C'est-à-dire, il a fallu 20, 30, 40 ans avant que la question soit... Et donc, individuellement aussi, la prise de conscience, elle a passé beaucoup, et c'est pour ça qu'il y a tant de livres qui commencent à sortir sur ces sujets. Il a fallu attendre la mort de cette génération, la mort des parents, pour moi la mort de ma mère, pour que d'un seul coup, on ouvre les placards au sens propre et au sens figuré, et que dans les placards, on découvre la vérité sur cette période. Et donc à ce moment-là, on écrit comme l'a fait Grimbert dans Le Secret, chez Grasset l'année dernière ou avant, ou d'autres l'ont fait, pas seulement en France. D'ailleurs, j'avais lu l'année dernière, Olivier m'avait passé ce livre d'un Américain tchèque qui avait écrit un très beau livre, ou encore cette année, Mandelson avec Les Disparus, oui. Etc. Donc on voit que la question, elle arrive seulement maintenant, parce qu'il a fallu attendre la disparition de toute une génération pour que, à nouveau, la génération suivante se pose la question et intègre son identité. Alors, et se réconcilie avec son histoire. Oui. Je voudrais vous demander à tous les deux, puisqu'on a la chance d'avoir rassemblé celui qui a vécu et qui témoigne inlassablement, et celui qui découvre après la période d'occultation et le passage à la vraie recherche et à la vérité. Et tu n'es pas le seul d'ailleurs, parce que il y a un très beau livre. Bon, puisqu'on a 3 livres là, bon, il nous en voudra pas de l'évoquer. C'est Jean-Marie Borzex qui a écrit un livre qui s'appelle Jeudi Saint. Et il fait lui aussi une enquête et une recherche dans le Limousin, je crois, dans une région de son enfance, près de Buja. Il y a un monument aux morts avec des résistants qui ont été fusillés en 1944 par la Gestapo. Et il y a leur nom. Et puis un petit peu plus loin, on a ajouté, et c'est le début de son enquête, passionnant, hein, Jeudi Saint, Jean-Marie Borzex. Et on lui a, et il découvre qu'il y a une plaque qui est
qui ne date pas des années 60, qui est relativement récente. Et il y a le nom, qui est un nom juif que j'ai oublié, pardon, parce que je parle de mémoire. Et sur il y a gravé au couteau un numéro de téléphone en Israël. Et il appelle. Et son enquête commence comme ça. Et il appelle en Israël au numéro de téléphone en question. Et il veut savoir pourquoi, comment. Et il voit la date de la mort de cette personne qui correspond au moment où les résistants ont été fusillés par les Allemands, à 2 jours près. Et donc, dans son enquête, Borzec retrouve des témoins, la famille, etc. Et pourquoi il y a cette séparation? Parce qu'on a emmené des résistants, dont faisait partie ce juif, mais on a fait descendre du camion où on allait les fusiller tous, le juif pour le fusiller à part. Et ça donne un livre absolument incroyable et formidable qui montre bien que, tu vois, l'enquête que tu fais sur les tiens et que les survivants ont un problème. Et c'est pour ça que tous les deux, je vous pose la question en disant, mais et qu'est-ce qu'on fait maintenant pour la génération qui vient? Voilà, pour ceux qui viennent. Quand Elie Wiesel, Simone Veil, quand tous les survivants, ceux qui sont venus des camps, et quand leurs enfants, les enfants cachés, les enfants des enfants cachés, passons à autre chose. Qu'est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Lequel de vous deux veut commencer? Jérôme. Ah, il te donne la... Ah, c'est toi qui as parlé de l'histoire. Et après tout, tu enseignes cette génération-là. Qu'est-ce qu'on fait face les jeunes de 18-20 ans et qu'est-ce qu'on fait face à tous ceux qui disent « Bon, arrêtez de nous parler de ça, parlez d'autre chose ». D'abord, je vais répondre sous un angle, sous 2 angles. D'abord, moi j'ai la chance d'avoir un instrument de travail entre les mains qui est une chaîne de télévision. Et donc, on alimente pas mal de programmes sur ces questions. Parce que je crois que c'est un travail continu sur lequel il ne faut jamais cesser de le faire. On nous l'a reproché. Je me souviens à un certain moment, je voyais l'autre jour que Alain Griottret venait de mourir. Je me souviens, quand il était à l'Assemblée, il était assez virulent, il me convoquait régulièrement comme parlementaire, et il me disait, mais écoutez, arrêtez avec tout ça, on a l'impression qu'Arte, c'est la chaîne de l'expiation. Bon. Et j'avais droit à des philippiques régulières de la part de ce parlementaire qui est plutôt à l'extrême droite qu'à la droite, et qui me menait la vie dure à un certain moment. Et on a toujours résisté par rapport à ça, parce que même si on se rend compte qu'on ne veut pas parler évidemment que de ça, mais qu'il y a un travail de fond continu qui doit être fait sur le plan historique, en fonction des époques dans lesquelles on est. C'est vrai que l'époque d'aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 10 ans et qu'il y a 20 ans, et je crois que c'est une responsabilité civique, je dirais, pour ceux qui en ont les moyens de continuer à faire ce travail qui est un travail de fond, comme dans l'éducation nationale, comme le travail qui est fait ici, comme un peu partout, et qu'il ne faut pas là-dessus céder d'un pouce de terrain sur cette détermination à faire vivre d'une façon ou d'une autre l'histoire et la transmission. Je crois que c'est très important. Et sur un plan, je dirais, personnel, moi je crois, j'ai essayé en tout cas de faire participer mes propres enfants à cette recherche. C'est-à-dire leur faire découvrir avec moi, en leur faisant partager les interrogations, les doutes, les questionnements et les étonnements. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important de pas asséner une vérité. Mais le processus est aussi important que le résultat. Je crois que le travail de recherche qui doit être fait et d'association des jeunes et des moins jeunes à tous ces questionnements d'ailleurs dont Elie Wiesel parle si bien. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de jugement forcément à faire, coupable et non coupable. C'est vrai. Je crois qu'il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit qui permet sur des problèmes comme cela de poser des questions. Il ne faut pas pour autant, évidemment, renvoyer tout le monde dans le même sac, bien entendu, mais enfin, en tout cas, de laisser un certain nombre de cheminements individuels se faire à travers ces histoires. Moi, c'est ce qui me semble. Elie, père et grand-père.
Moi, j'écoute et je me dis que mes souvenirs sont un peu différents des vôtres. Le fondateur de ce mémorial, Schneerson, a déjà publié des livres, même pendant la guerre et tout de suite après la guerre. Il y avait ici un historien qui s'appelait Joseph Wolf qui a publié pas mal de livres d'histoire sur ce sujet-là. Mon livre, La nuit, a paru en 1958. André Schwarzbart, un an plus tard, a publié Le dernier des justes. Ouais. Piotr Ravitch a publié début 60, Le sang du ciel. Anna Langfuss, il y avait des livres qui ont paru. Beaucoup de livres. On ne voulait pas nous écouter. En vérité, les témoins ont témoigné et personne n'était là pour nous écouter. Pourtant, je sais que lorsque La nuit a paru, j'étais avec Pierre Dumayet, Lecture pour tous, un des programmes de télévision à l'époque qui était le meilleur. J'étais pas mal à la télévision chaque fois que je revenais de l'Union soviétique. J'ai publié Les Juifs du silence. On ne voulait pas nous écouter. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, la tragédie, c'était justement le témoin à déposer et c'était presque pour rien. Qui a parlé? J'ai ici ce monsieur-là qui était mon premier tuteur de français à la maison de Lausée. J'étais dans 4 maisons de Lausée. Il était avec nous. De quoi parlions-nous là-bas? Tous étaient de Buchenwald. Nous étions tous 400 gosses de Buchenwald. De quoi parlions-nous? Pas de la guerre. Nous parlions du Talmud, du chassidisme et comment évoquer, comment résoudre certaines lois halachiques. C'était ça. Pourquoi? Parce que d'autres ne nous écoutaient pas. Et si on commençait, on dit, attention, ça suffit. Vous avez tant souffert. Vous avez tant souffert. Il est temps de ne plus souffrir. Et c'était pareil dans tous les pays. C'était même en Eretz Israël. Ceux qui venaient en Palestine, dans les kibbutzim, on leur disait, oh, vraiment, vous êtes chez vous maintenant, vous n'êtes plus ailleurs. Alors cessez, pourquoi souffrir, pourquoi être triste? Voilà, c'est notre pays, c'est la Galilée, c'est Jérusalem. Pareil en Amérique. Quand les gens venaient chez leurs familles qui ont survécu, les familles ne voulaient pas entendre. En disant, pour votre bien, ne parlez plus, c'était fini. Et nous qui avons essayé, on ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus optimiste que toi et que vous. Jamais, depuis 1945, il y avait tant de livres qui paraissent sur ce sujet. Jamais. Jamais depuis 1945, il y a eu tant de conférences sur ce sujet. Dans le monde entier, que ce soit à Moscou, Kiev, ou Jérusalem, ou Paris, ou New York, jamais il n'y a eu tant de musées, jamais tant de mémorials, jamais tant d'étudiants. Quand moi j'ai commencé à enseigner, il n'y avait pas un seul cours là-dessus en Amérique. Et moi je n'aime pas enseigner ce sujet-là, parce que c'est trop personnel et je préfère que d'autres le fassent. Maintenant, il y a des milliers qui enseignent. Et je leur suis reconnaissant à tous de l'enseigner. Mais je me souviens donc qu'il y avait peut-être mes cours, 2 cours. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule université, pas un seul collège. En Amérique, on n'enseigne pas seulement mes livres, les livres. En France, c'est pareil quand même. Les jeunes, c'est ça qui est intéressant, ce sont les jeunes qui veulent apprendre, pas les parents. Donc la 3e génération veut. La 3e. Vous dites Mendelssohn, c'est moi qui ai lancé son livre en Amérique. Parce que justement, j'ai aimé cette quête, cette recherche. Et chaque fois qu'il y a un livre qui paraît, je fais tout pour, bien sûr. En Amérique, il y a un musée. Je suis fondateur de ce musée, président fondateur. 30 millions de visiteurs sont venus là depuis 15... Ça a inauguré en 1993, donc 25 ans. 30 millions. Il n'y a pas un seul chef d'État qui vient à Washington qui ne vient pas visiter ce musée, comme Yad Vashem en Israël. Jamais Yad Vashem n'était aussi actif. Donc tout d'un coup, à mon avis, il y a un intérêt plus grand que jamais. Pourquoi? Précisément parce que c'est la dernière génération
des survivants. Et on se dit, ah, c'est encore une chance qu'on a, la dernière. À part 10 ans d'aujourd'hui, 20 ans d'aujourd'hui, donc nous sommes une sorte d'espèce en voie de disparition. Tu as cité, Yvan, tout à l'heure quelque chose. Moi, j'ai écrit en 1900, début 70, dans un de mes livres, et je l'appelle d'abord Plaidoyer pour les morts, et ensuite Plaidoyer pour les survivants. Parce que les survivants étaient isolés. Vraiment, ils se rencontraient entre eux, ils se mariaient entre eux, parce que c'était une caste à part. On ne nous a pas acceptés pendant très longtemps. En fait, il a fallu donc que quelqu'un soit un écrivain ou un artiste pour avoir une sorte de notoriété pour être accepté. Simple survivant, non. Et c'est ça qui est terrible. Alors qu'on aurait dû écouter ces survivants. Dans chaque école, dans chaque maison, à chaque occasion, écoutez, parlez, parce que ce que vous dites va agir sur le destin de l'humanité. Faites, on ne l'a pas fait. Le changement a été avec le procès Eichmann. Et Ben Gurion, en fait, voulait ce procès-là. Il s'était rendu compte tout d'un coup qu'en Israël, la génération israélienne ne savait pas assez là-dessus. Et ça a changé dans le monde entier, ça a été couvert à toutes les... Il n'y avait pas encore de télévision vraiment, mais en tout cas des livres et des livres et des livres. Je suis beaucoup plus optimiste, je suis beaucoup plus concerné et angoissé. Pas par la mémoire est forte, elle survivra. J'ai peur de la banalisation de la mémoire, c'est ça qui m'angoisse. Voilà. Et donc, je veux que ce que nous faisons au nom de la mémoire soit pur, que l'écriture soit vraie, que le témoignage soit fondé, honnête, décent, et qu'il corresponde à une vérité douloureuse, mais une vérité éclairante, lumineuse, car le désespoir lui-même contient un feu. Il y avait un très grand maître chassidique qui disait: si tu cherches l'étincelle, il faut la fouiller dans la cendre. Jérôme, la nécessité de la pureté dans la recherche d'aujourd'hui, dans le témoignage d'aujourd'hui. Moi, c'est très beau ce que vient de dire Élie, c'est-à-dire que il faut aussi se méfier de la mémoire. Il faut se méfier de l'oubli et du mélange. Et donc, écrire ou être le patron responsable d'une chaîne de télévision, c'est un moyen de, au fond, dire aujourd'hui les choses avec de plus en plus d'exigence. Et donc, approcher autant que faire se peut la vérité, toute la vérité historique. Et certaines vérités n'ont pas encore été dites, ou sont mal dites, ou ne sont pas encore... des recherches ont été insuffisantes. Moi, je donne un exemple comme ça. À quelle date Roosevelt... On approche. Mais à quelle date Roosevelt a-t-il su? À quelle date Churchill a-t-il su? Et à quel moment ont-ils décidé, pour de bonnes ou de mauvaises raisons? Les politiques, ils décident en fonction quelquefois du présent et de mauvaises raisons. Et à quel moment ont-ils décidé de ne rien faire ou de ne pas se poser les questions qu'on se pose aujourd'hui, par exemple? Et je ne donne ça que comme exemple, mais c'est parce que tu as dit toi-même, et chacun sait les efforts que fait ta chaîne, justement, et tu es le seul, avec l'histoire, face à l'histoire. Oui, bien sûr, il y a la recherche de la vérité et pure, aussi pure que possible. Et la rigueur dans le travail, ça je crois que c'est indispensable. C'est pas toujours facile, mais c'est indispensable. Sur ce que disait Elie Wiesel, qui a parlé d'ailleurs de comment ont-ils pu, sur les problèmes de date ou de Roosevelt ou de Churchill, vous avez écrit là-dessus et posé ces questions déjà avec beaucoup d'acuité.
Moi, je voudrais aussi rebondir sur la question de la banalisation. Parce que je crois qu'il y a aussi un vrai danger dans cette espèce de consommation de la Shoah, de la mémoire et de ce qui s'est passé. Une exploitation commerciale dont on a l'impression qu'elle... Payer pour rentrer dans le cimetière 5 zloty. Oui. Vous allez rentrer dans une synagogue, il faut payer aussi. Je suis chez moi, je suis là. Non, Oui. non, c'est pour entretenir. Oui. On n'a pas besoin d'entretenir, on n'a pas besoin de tuer les gens. Oui. Ça, c'est un danger. Ça, c'est un danger qui est très grand sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Parce que Elie Wiesel a raison quand il dit qu'on n'en a jamais parlé autant qu'aujourd'hui. C'est vrai. Mais bon, vous avez raison d'être optimiste et sur votre constat, je ne suis absolument d'accord. Mais il y a façon et façon d'en parler. Et à trop en parler aussi, ou en parler de façon justement... Ou en parler mal. On tue complètement l'idée, quoi, et la mémoire elle-même. Et on peut rentrer dans cette période, et ça peut être une préoccupation d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que la rigueur est essentielle, et aussi il faut être vigilant sur ce plan. Moi, je me souviens, excuse-moi, deux choses. Tu dis quand ce qu'ils savaient. Moi, j'ai connu 5 présidents américains. En fait, j'ai servi 5 présidents. Chacun, à la Maison-Blanche, quand il était là, je lui ai posé la question en public et en privé. Pourquoi les Alliés n'ont-ils pas bombardé le chemin de fer allant à Auschwitz? Et je leur disais, pour chacun, 5 présidents, à l'époque, mes juifs hongrois, nous sommes arrivés donc mai-juin. Chez moi, c'était mai 1944. Et à l'époque, Birkenau consumait de 12 000 à 15 000 êtres humains par jour et par nuit. Les crématoires n'arrivaient plus à fonctionner. C'est pour ça qu'ils ont créé des fosses pour brûler parfois en jetant des bébés vivants. Parce que les crématoires ne suffisaient pas. Donc 10 000, 12 000, 15 000 par jour. Et si on avait bombardé les lignes de chemin de fer, on aurait au moins ralenti le procès. Ils n'ont pas de réponse. Deuxièmement, quand saviez-vous? Le président Carter m'a invité d'abord pour me nommer président de la commission présidentielle, et lui s'est bien préparé. C'était notre première rencontre à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale. Il avait préparé des livres, il me citait mes propres paroles sur le témoignage. Et puis il me dit, j'ai demandé au directeur de la CIA, que connaissions-nous des endroits où Elie avait été? Et voici son rapport. Et ce rapport, c'était des photos que peut-être vous avez ici, parce que moi je les ai reçus, et puis on les a reçus à la maison, Marion et moi, par un type de la CIA, comme cadeau. J'ai donné à Yad Vashem et à Washington. Parfois, les aviateurs américains ou anglais, quand ils bombardaient, ils prenaient des photos. Et parfois, ils oubliaient de fermer la caméra. Ce qui est arrivé en survolant Auschwitz. Alors je suis là avec le président des États-Unis, dans le bureau ovale, et je deviens son guide. Et je lui évoque, je me souviens, le jour qu'on a bombardé, quand on était dans notre baraque. Et en fait, nous avons prié qu'on bombarde le camp, même si c'était pour nous tuer, parce qu'il valait mieux mourir comme ça que dans la chambre à gaz. Et après, une cinquantaine de photos. J'ai dit au président, Monsieur le Président, où étaient ces photos cachées au Pentagone? Qui les a vues à l'époque? Moi, je n'ai pas accès à ça. Il regarde, il dit beaucoup de monde. Je dis qui? Secrétaire de la Défense, secrétaire de la Guerre, le commandant en chef de l'armée. Et je dis, et la Maison Blanche? Il dit aussi. Je dis, si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Et Carter de l'Omonette
Il dit, je ne sais pas. Un président reçoit des conseils. Et si les conseillers m'avaient dit de ne pas le faire, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Le fait est, Stockholm savait, le Vatican savait, Genève savait, Londres savait. Déjà, maintenant on le sait. En 1942, quand ça a commencé, tu sais comment? Par l'énigma. Il y avait un code super secret qui s'appelle l'énigma. Ça, c'est pour décoder tous les messages, tout de l'armée allemande. Oui. C'était une invention d'un officier juif polonais qui l'a emmené en France en 1939 et ensuite, ensuite à Londres. Et alors, les commandants d'Auschwitz, entre eux, se servaient de ce code. Les SS se servaient de ce code. Ils le savaient déjà en 1942. Mais Churchill avait décidé en fait de ne pas agir. Et sa raison était, si on fait quelque chose maintenant, les Allemands sauront que nous avons brisé le code. Mais le fait est, on le savait. Que dire? Alors bon, ils disent qu'il y avait une guerre. Et en effet, c'était une guerre noble, héroïque, contre l'Allemagne, contre le nazi, contre le fascisme, contre les ennemis de l'humanité, bien sûr. Mais quand il s'agissait de sauver les Juifs, non, il n'était pas là. Et ça fait mal. Oh, croyez-moi, je n'ai pas de haine envers eux. Ils dirigeaient une guerre. Mais ça fait très très mal. Nous avons passé 1 heure ensemble. Il y a évidemment beaucoup de questions que vous auriez envie de poser et à Élie et à Jérôme. Vraiment, le temps qu'ils vous ont consacré et que vous leur consacrez avec votre attention, on arrive au bout. Moi, ça me gêne de dire on va conclure là, mais je vais le faire en vous renvoyant. On fait ça en général à la fin des émissions de télévision, mais vraiment, lisez le cas Sonnenberg. D'abord, c'est une enquête, c'est écrit comme une enquête policière. Et je dois dire que, il vit en Amérique, hein, Élie vit en Amérique. Et il y a dans les romans américains, quand on a tourné la page 17, on va à la 18 et à la 19, etc. Et on ne le lâche pas. On ne lâche pas son livre. Même intérêt, je veux vraiment le dire pour ceux qui n'ont pas lu encore. Je pense que c'est une réédition, parce que moi je l'ai lu il y a très longtemps, celui-là. Hein. Non moi, plus tard, tu comprendras. C'est-à-dire que, voilà ce que c'est de lire. On vous envoie les bonnes feuilles. Vous le lisez avant et bon. Mais, oui, j'ai apporté des choses. Tenez, à propos des témoignages et du travail que font les éditeurs. Voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai reçu 2 livres aujourd'hui. Jean Ninchrick, et ça illustre ce que tu viens de dire sur et tes craintes aussi sur Jean Ninchrick. Et c'est bien, ce doit être bien. Voilà les bonnes feuilles. Crains qu'un jour un train ne t'émeuve plus. C'est-à-dire, enfin bon, c'est clair. Hein. Le livre paraîtra le 2 octobre. Et j'ai reçu ça aujourd'hui. Préface de Michel Vievorka, collection L'Harmattan, Train d'enfer, la mémoire oubliée. Bon, c'est ahurissant ce qui se publie, et c'est tant mieux, mais c'est vrai qu'il faut aussi faire un tri et faire attention. L'autre chose que je voudrais dire, c'est vraiment le travail qui est fait, vous le savez, par le mémorial. Élie nous a dit 30 millions de visiteurs au musée de l'Holocauste à Washington, de 93 à 2008, c'est ça? J'ai bien retenu tes chiffres. Et moi, je voudrais dire quelque chose d'une surprise, et je vais le citer, il ne m'en voudra pas. Il y a eu un voyage du président Sarkozy en Israël il n'y a pas très longtemps. Parmi les invités, il y avait des gens qui n'avaient jamais mis les pieds en Israël. Moi, j'ai eu une surprise parce que Michel Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, m'a dit qu'elle venait pour la première fois. Chaque fois que je vois des responsables français comme ça, je me dis, mais bon, vous n'avez jamais eu un week-end pour venir? Bon, enfin bref.
Et il y avait quelqu'un qui venait, je crois, aussi pour la première fois, Claude Allègre. Et il se trouve que j'ai fait une nouvelle visite de Yad Vashem avec Claude Allègre. Et à la sortie, il m'a dit ce qu'a dit Jérôme Clément tout à l'heure. Il m'a dit, tu vois, je savais et je ne savais pas. Voilà. D'où j'imagine la nécessité pour vous de continuer à transmettre, de dire, de parler, et la nécessité pour toi, Élie, de multiplier, d'écrire encore, et de multiplier les conférences. Je vois Marion qui est là au premier plan, qui dit, bon, encore une conférence, et le temps de la vie est court, et le temps de l'écriture est court, mais voilà. Merci à tous les deux de vous donner chacun de votre côté et avec vos moyens respectifs le loisir de transmettre. Merci à tous.